Houston, permission d'ouvrir la trappe située à tribord? Permission accordée. Début de la manœuvre. Explorer, nos capteurs détectent un pic de stress. Est-ce que tout va bien? Honnêtement, des fois quand je regarde la Terre, ça me fait penser à tous ceux que j'ai abandonnés derrière moi. Ma femme, le fils qu'elle a eu pour tenter de me retenir. J'ai essayé d'être père, j'ai vraiment fait de mon mieux, mais j'ai compris que je n'étais fait pour rien d'autre que devenir astronaute. Ce qu'il y a de plus appréciable ici, c'est qu'il n'y a rien pour me rappeler la culpabilité que j'éprouve parfois d'avoir abandonné ma famille. Houston, je crois avoir entendu quelque chose. Négatif pour nous. Non, attendez. Il y a une masse énorme et elle se dirige droit sur vous. Dieu tout-puissant. Non, tu n'es pas réel. Explorer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Ma conscience. Explorer, répondez! Eh ben, lui il va pas me manquer. Ouais, on va enfin pouvoir en placer une. Horror has a face. Bienvenue dans Contrevent, une émission cinéphage. À l'heure où Jeff Bezos veut créer des cités cylindres dans l'espace et à l'aune du soulèvement des intelligences artificielles, notre mission était de s'interroger autour d'un genre fondateur, le space opéra. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui dans Contrebande, ce sera une émission spéciale space opéra. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, nous prévenait André Malraux. Et si les anciens avaient des mythes, eh ben nous, on a la science-fiction. Ce terme hybride se constitue d'une multitude de sous-genres, s'alliant autant à l'horreur qu'à l'aventure. Et abordons ici donc l'un des aspects les plus spécifiques de la science-fiction à travers le space opéra. Car plus que jamais, les voyages cosmiques sont la vision idéale d'une forme de transcendance de l'humanité. Grâce à une littérature abondante, la science-fiction a acquis tout un tas de stéréotypes au fil d'un siècle et demi. L'idée de découverte initiale s'appuie sur la vision de l'humanité au tournant du XXe siècle, période charnière où l'homme chamboule les frontières spatio-temporelles. Fait intéressant, la représentation de l'espace et de ses potentiels habitants est le parallèle de la redécouverte des cultures primitives. La question de l'ailleurs dans l'univers devient prépondérante. Si la vie existe au-dessus du globe, peut-être qu'il y a des civilisations extraterrestres. Et nous ne parlons pas simplement de microbes, de bactéries ou de virus, mais bien de formes de vie intelligentes qui se sont développées comme la nôtre, peut-être même depuis des millénaires. Et on peut être aisément chamboulé par cette projection externe de monde plus ancien que le nôtre, démarche conduisant à notre propre introspection. Comment se représenter notre société dans le futur? Sommes-nous les primitifs? Comme l'avait écrit Pierre-Éric Salard dans la revue L'Écran Fantastique, le numéro 354, publié en juin 2014, il disait « Les terriens sont à la civilisation galactique ce que les australopithèques sont pour nous, des créatures peu évoluées dotées de technologies rudimentaires ». Eh ben on peut également s'interroger sur notre réaction face à un éventuel premier contact énigmatique. Vous savez, c'est comme regarder le ciel et se sentir surveillé par des êtres habitant des planètes lointaines. Ainsi, dès l'aube du cinéma, la science-fiction fut l'un des premiers genres captés par cet outil mystique par excellence, la caméra se substituant au regard en décuplant son prisme. Le cinéma, art du rythme et de l'espace, se complaît dans l'appréhension du temps, de la vitesse et de la contemplation. Avec le voyage sur la Lune de Georges Méliès, nous découvrons les Sélénites, peuple indigène qui se révèle in fine néfaste. En effet, à peine parti, le retour sur Terre des explorateurs semble obligatoire. Aussi bercée entre utopie et dystopie, la science-fiction va incarner les enjeux sociétaux d'une société complètement bouleversée. Le cinéma russe possède quelques-unes des plus belles pépites du genre. On peut citer le Aïlita de 1924, réalisé par Yakov Protazanov, qui convoque dès le départ les éléments, l'électricité, le feu, tout ce qui va constituer les réseaux. En arrière-fond des premiers plans, on observe une figure orientale qui va réaliser des prières vers le ciel. Quant au télescope des scientifiques au premier plan, il s'agit là d'un œil caméra préfigurant la démarche d'un Dziga Vertov, vous savez, qui a cherché coûte que coûte à englober une société en mouvement à travers la caméra. Mais l'abstraction que permet le nouvel outil cinéma permet une nouvelle vue sur les voies de communication intermédiaires
tels des fourmilières constamment en marche. Cette dynamique d'épuisement permet de faire ressentir aux gens l'enfermement paradoxal qu'ils s'infligent au sein d'une immensité illusoire. L'imagination pousse à une régression salvatrice. Elle nous permet de réfléchir à l'impensable pour mieux l'intégrer. Et comme l'a déclaré Auguste Cole, les humains sont câblés comme des machines pour comprendre les récits, pour partager les récits. Que ce soit écrit ou parlé, peu importe. Fondamentalement, c'est quelque chose de très humain. Fin de citation, hein. Et vous saisissez dès lors que la science-fiction ouvre tout un débat métaphysique qui outrepasse les croyances. C'est la remise en cause de notre apparition et le constat dépressif de notre solitude viscérale qui nous y motive. La Terre est donc le point de départ d'une épopée spectaculaire, mêlant science-fiction et fantaisie, agrémentée d'un soupçon de conte de fées. Cependant, nombreux ont tendance à confondre le space opéra et la space fantasy. Les deux définitions se distinguent de la même manière que celle du fantastique et du merveilleux. Tout dépend de ce que l'on considère comme acquis ou irrationnel. Pour la faire bref, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est du space opéra. Et la franchise Star Wars, c'est de la space fantasy. Et ces récits de voyages spatiaux acquièrent leur forme la plus pop lorsqu'elles puisent son inspiration dans les comic strips, serials et autres pulp américains des années 30 et années 50. Le genre se tapisse alors d'univers détaillés, complexes. On observe une certaine résurgence archaïque à travers les tableaux de royaumes et d'empires systémiques constitués de flottes intergalactiques avec leur lot de super soldats et autres crapules fugitives, comme dans les Gardiens de la Galaxie par exemple. Et surtout, il y a cette immense masse prolétaire de peuples réduits en esclavage qui est souvent mise en avant. La SF, elle, peine à se défaire, on va dire, d'une source extrêmement sombre et pessimiste. Il y a cet asservissement des races décrites qui se retrouve dans la vision du fascisme selon Metropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lang qui date de 1927. Et aux soucis anthropologiques s'ajoute une dimension théologique. Bousculer les frontières entraîne un bouleversement d'un équilibre allégorique. Le truc paradoxal et pertinent du space opéra, la conquête de l'espace, c'est que l'argument, pour aussi bien se passer sur Terre, on va dire, dans une forêt, un désert, un océan, les décors terrestres utilisés prouvent en réalité la richesse encore irrésolue de notre chère planète hôte. Et les mystères de l'âme se personnifient avec grandiloquence dans de tels récits. Ça peut aller de la Bible religieuse aux comics Marvel, en fait, il n'y a qu'un pas. Et recitons à nouveau Alita, le chef-d'œuvre russe, et sa représentation d'un couple, le roi et la reine de Mars, qui sont des dieux extraterrestres, coiffés de couronnes stellaires. Leur environnement parallèle au nôtre est lui en effet sujet à des déformations psychédéliques. C'est un peu l'expressionnisme comme prototype du surréalisme. Et pour rappel, il faut savoir que les anciens Mésopotamiens, les premières civilisations terrestres, ont cru que le monde était gouverné par des dieux, perçus comme des êtres naturellement supérieurs aux humains. Et cependant, les dieux sont représentés sous un aspect humain, anthropomorphisme, c'est comme ça qu'on appelle. Les dieux sont grands, puissants, glorieux, parfaits, intelligents. Les dieux vivent éternellement, cependant, ils ne sont pas tous immortels. Et comme des êtres humains, ils peuvent être coléreux, menteurs, capables d'être ivres, soumis à leurs envies sexuelles. C'est là qu'on se souvient quand même que dans le parcours de l'astronaute, nos héros peuvent tomber amoureux le plus souvent de la plus belle femme d'une planète lointaine, et l'on voyage dans de nombreux mondes pour gagner son cœur ou préserver notre esprit. En définitif, l'espace est un prétexte, soit le microcosme idéal, tiens, encore un paradoxe, pour parler de nos problèmes intimes et bien humains. Et la perception constamment diffractée cause une dérive sensitive et spirituelle du voyageur. Revoyez pour cela la séquence de la Porte des Étoiles dans 2001, et aussi Kubrick puisa son inspiration du côté de nos camarades russes à nouveau. Ikari XB1 est un film de 1963 qui raconte la fin de quête d'un vaisseau parti trouver de la vie sur d'autres planètes. Le film s'ouvre sur cette terriblement belle réplique, je cite, « Il n'y a pas de terre, la terre n'a jamais existé ». Et c'est là qu'on se demande, quand un film s'ouvre comme ça, est-ce qu'il s'agit là de la folie hystérique d'un égaré ou d'une soudaine lucidité dépressive d'un homme ? Et là, je me souviens que Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique, disait « Qui donc de nos jours a la certitude de ne pas être névrosé ?» Tiens, en parlant de névrose, il y a eu aussi le Solaris de Tarkovsky en 1972, qui nous le rappelle très bien. On a beau partir loin, là où on va ne fera que nous rappeler notre chez nous. Et ce dernier termine à son tour sur une fin ouverte. Vaut-il mieux rentrer sur Terre ou rester dans son souvenir ? Décidément, le space opéra nous fait constamment atterrir dans cette zone d'incertitude.
Les productions contemporaines, par exemple, Le First Man de Damien Chazelle, Seul sur Mars de Ridley Scott, Annihilation d'Alex Garland, High Life de Claire Denis, appuient à leur tour dans cette direction dépressive. Et là, je vous invite justement à réécouter notre émission Contrebande, que vous pouvez retrouver à mon avis sur la chaîne YouTube Contrebande Cinéphage. L'émission, c'était science-fiction et dépression, on était vachement revenu là-dessus. Et tiens, pour revenir sur ce lien entre science-fiction et dépression, disons-le, il ne peut y avoir plus vide et ténébreux qu'un trou noir, symbole parfait de la dérive. Ainsi, de Event Horizon, le film de Paul W. Anderson, sorti en 98, jusqu'à Interstellar, de Christopher Nolan, sorti lui en 2014, on voit que les trous noirs sont au cœur de poursuites destructrices, comme une plongée radicale dans l'enfer de Dante, figurée à travers de spectaculaires séquences dans le film Le Trou Noir. Ah oui, film très étonnant. C'était dans l'une des ères les plus ambitieuses du regretté studio Disney, l'époque où il se risquait à produire de la SF métaphysique. Dans ce film, le trou noir est défini comme, je cite, la force la plus destructrice de tout l'univers, rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Au cinéma, art luciférien, donc art de la lumière, l'altérité ultime dans l'espace correspond au vide, au néant, soit à l'absence de lumière. Elle s'incarne physiquement par la pulvérisation de l'être, une enveloppe corporelle vidée de sa substance, flottant éternellement telle une épave sans vie. Et le mystère de l'être périt avec lui dans l'ombre. Tac. 1, 2, 1, 2, ok. Hey, bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans Contrebande, vous savez, votre émission cinéphage qui adore parler cinéma et surtout remettre l'histoire à sa bonne place. Et aujourd'hui, petite émission spontanée en compagnie de Francky. Francky qui est un voisin de Booster FM, vu que tu fais une émission sur FMR. Bonjour à toi. Bonjour. Francky. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Bien sûr, auditeurs et auditrices. Dites-moi, si tu es là, Francky, c'est parce que je sais que tu es un énorme fan de Georges Méliès. Et je me suis dit que ça allait quand même être l'occasion de revenir sur ce grand bonhomme qui, on le disait, est pour moi, en fait, le pilier fondateur du cinéma. Absolument. Tu vas pouvoir y revenir. On a souvent tendance à dire que c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, même si c'est un peu réducteur. Ce qui est totalement faux, puisque les frères Lumière ont inventé la caméra, alors que Georges Méliès, lui, a repris la caméra et a créé le cinéma. Il a inventé le cinéma. C'est vraiment lui l'inventeur. Il a été même reconnu 30 ans après son premier trucage par les frères Lumière comme étant l'inventeur du cinéma réel. Ah oui, donc les frères Lumière ont accordé enfin le crédit qui méritait à... 30 ans plus tard quand même. Et déjà, je suis content qu'on puisse parler de Méliès parce que tu vois, même les frères Lumière, c'était les premiers à dire, une fois qu'ils avaient... En fait, on dit surtout qu'ils ont créé le dispositif de projection, surtout, avec leur fameuse train qui arrivait dans la gare, les vues lumière, qui étaient plus en fait l'avant-garde du documentaire. C'est ça, c'était uniquement du documentaire et les seules choses qui étaient un petit peu créées, c'était la partie de cartes ou ce genre de choses, des courts-métrages qui reflétaient la vérité, la réalité, et pas du tout pas dans un studio. Le premier studio, c'est Méliès qui l'a créé dans sa maison. Il a carrément pété le toit de sa maison pour mettre une verrière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de
de lumière, enfin de projecteurs et tout ça. Donc il tournait entre 11h du matin et 16h de l'après-midi pour avoir la lumière optimale pour pouvoir tourner en fait. Ce qui a fait que c'est sur les buttes de Chaumont, si ma mémoire est bonne, et c'est le tout premier studio de cinéma au monde. Et est-ce que d'abord tu peux nous parler alors ce que j'allais dire avant surtout aussi, c'est que les frères Lumière, j'ai appris ça, c'était les premiers à dire, lorsque le cinéma vraiment était à ses balbutiements, qu'il n'y avait aucun avenir dans le cinéma, que le cinéma était mort avant d'être né quasiment. C'est ce qui est totalement presque l'antithèse de Méliès, à mon avis, qui a mis beaucoup de croyances et d'émerveillement dans le cinéma. Il faut déjà comprendre que Méliès, c'était un technicien, c'était un ingénieur, donc il travaillait beaucoup sur des machines-outils. Ouais. Et il a demandé aux frères Lumière de leur racheter leur appareil, leur canon photographique en fait. Et en parallèle, il y avait Muybridge en Angleterre qui travaillait sur le projet, mais avec son fameux fusil photographique, chronophotographique. Oui, c'est ça. Ouais. Et on voit toutes les images avec les chevaux. La course du cheval, c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à percevoir qu'un cheval, il courait pas comme on le voit sur les peintures de Courbet. Et là, on a vraiment vu le défilement, image par image. Alors, on n'était pas en 24 images secondes à l'époque, ça devait être du 16 images secondes, ce qui fait que c'est très, très, très saccadé, quoi. Donc, Méliès a proposé aux frères Lumière de leur racheter leur caméra. Ils ont refusé. Donc, lui, il est allé en Angleterre et puis il a racheté le canon qu'il a modifié. Puisque c'est un ingénieur et il l'a modifié tellement bien que il a créé vraiment sa propre caméra suivant ses propres conceptions d'ingénieur en fait. Ouais, moi tu sais que c'est ça qui me fascine parce que moi j'ai tendance à appréhender le cinéma comme autre chose que quelque chose de technologique, donc scientifique. Bien sûr, ça en fait partie, tout comme le cinéma est également aussi une industrie. Tout est, on ne peut pas enlever tous ces détails-là, mais on a souvent tendance à oublier la part magique, quand même, réelle, du cinéma, qui est lié bien sûr à cette entreprise de l'émerveillement, etc. Mais surtout, il y a quelque chose, je pense, dans le cinéma, même dans la question des rituels, etc., c'est-à-dire le fait d'aller en salle, etc., il y a une part magique du cinéma qui n'est pas à exclure, et Méliès, c'est le premier, pour moi, à avoir assumé ça à fond, en fait. Absolument, et comme c'était, en fait, tu parlais tout à l'heure du cinéma qui n'était pas amené à perdurer. Ouais. Ça, c'est aussi parce que c'était considéré comme une science et que les gens, la science, ça leur fait peur. Donc à l'époque, ils ne lui donnaient pas 10 ans de vie, quoi. Et en fait, on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Puis les gens aussi, il faut le préciser, c'était un art forain, le cinéma. Donc du coup, les gens ne le considéraient pas justement comme un art au sens noble. C'était un divertissement de foire qui se trouvait à côté des tireuses de cartes et des médiums, en fait, dans les roulottes, quoi. C'est Méliès qui en a fait un art. Et ouais. Méliès qui était lui-même un magicien, rappelons-le aussi. Alors, il s'est entouré, il travaillait avec Robert Houdin, qui était un ami à lui. Et ils se sont mis tous les deux à travailler donc dans le studio de Méliès. Robert Houdin qui avait normalement au théâtre avait apporté tout ce côté carnavalesque et aussi les premiers effets gore, je crois, au théâtre quasiment. Oui, et puis son côté de magicien, hein, parce que bon, lui, il était à Blois à l'époque, il a sa maison à Blois. Et donc Méliès faisait souvent l'aller-retour aussi pour aller le voir à Blois, où ils élaboraient des scénarios pour essayer de transformer cette image et de lui donner un côté magique. Et en fait, le premier truc de Méliès, il a appelé ça le truc par substitution. Il était en train de tourner sa manivelle devant, alors c'était le Jardin des Plantes à Paris. Et puis il filmait, il y avait un homme qui attendait l'autobus. Enfin, l'autobus de l'époque, c'était une carriole tirée par des chevaux. Hein. Et puis à un moment, sa manivelle se bloque et le temps qu'il répare, il s'est passé 1 minute, mais les choses ont bougé entre-temps, donc il recommence à remaniveler 1 minute après. Et au moment où il a développé le film, il s'est rendu compte que une ambulance, un bus s'était transformé en ambulance, un homme s'était transformé en femme. Et c'est comme ça qu'il a créé le premier truc par substitution. Et il a donc élaboré par la suite tout un tas d'autres trucages.
Et il a révélé son premier trucage. La plupart des gens cherchaient après à savoir comment il avait fait sans jamais trouver. Et il a révélé son premier trucage une vingtaine ou une trentaine d'années après. Mais le temps que les autres s'attaquent à ce trucage-là, lui, il en avait déjà inventé plein. Et il avait posé toutes les bases du cinéma existant parce que c'était un visionnaire. Et il avait prévu que la caméra irait en diminuant et qu'on pourrait rentrer dans le corps humain. Il appelait ça la caméra de santé. Et c'est ce qui est arrivé mais 100 ans plus tard quasiment, quoi. Ça c'est quand même dingue, oui, parce qu'on le rappelle, hein, il faut imaginer à quoi ressemblaient les caméras à son époque. On appelait ça des caméras, mais c'était plus des chambres noires mobiles. Absolument. Bon, je suis pas sûr, je sais pas si c'était lourd, mais voilà, déjà sur pellicule c'était quelque chose de très fragile. Et putain, ouais, il avait prévu il avait la réduction de taille, la coloscopie presque pour vous dire. Ouais. Et il avait posé toutes les formes existantes de cinéma, soit le documentaire qui avait été fait déjà en amont par les frères Lumière. Mais lui, en créant son studio, il s'est mis à vraiment créer le cinéma où il faisait Triboulet, le fou de François Ier, où il se mettait à créer vraiment des scènes pour reconstituer l'histoire. Et puis en élaborant ces trucages, à faire des choses magiques comme la femme qui s'habille toute seule, ses habits lui tombent dessus, plein de choses. Et puis après, c'est surtout les romans de Jules Verne qui l'ont beaucoup inspiré. Pour ça, il faut voir le voyage dans la Lune ou sur la Lune. Sur la Lune ou 20 milieux sous les mers. C'est vrai aussi, ouais. Et ça l'a fortement inspiré. Il faut dire que Jules Verne était un visionnaire également, puisque quand il a écrit 20 milieux sous les mers ou de la Terre à la Lune, les inventions, le sous-marin et la fusée sont nés 150 ans plus tard, quoi. Ça, c'est quand même fascinant de se dire que c'est ces mecs-là qui sont considérés en même temps comme qui s'excluent pas d'un certain divertissement, que ce soit Jules Verne ou Méliès, qui ont en fait, non pas prophétisé, mais qui avaient déjà anticipé certaines choses. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on est quand même à une époque, Méliès, voilà, fin 19e, début 20e, où les sociétés sont mouvantes, autant du point de vue sociologique, idéologique et que technologique. La vitesse, on a une nouvelle appréhension de la vitesse, le début du train, etc. Une nouvelle appréhension du temps et des communications entre les êtres. Et le cinéma s'inscrit là-dedans, presque comme un symptôme de tout ça. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça s'inscrit... Pour moi, c'est l'outil en fait du XXe siècle qui décrit presque le mieux le XXe siècle. Et en fait, Méliès, comme Jules Verne, c'est des pionniers qui vont explorer du coup des nouvelles frontières. Sauf que à eux, leurs frontières, elles seront pas des frontières de conquête. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que le western aussi a été créé, avec John Ford. Voilà, avec John Ford, les années 20, etc. On découvrira le western qui traduira du coup cette idée de conquête. Mais eux, leur conquête à eux était presque plus spirituelle et métaphysique en fait. C'est ça qui me fascine. Et c'est surtout que le cinéma était muet à l'époque. Donc c'est pour ça qu'au départ, il y a eu... ça ressemblait... C'était très théâtral. On filmait essentiellement des pièces de théâtre et qu'on filmait et qu'on reproduisait après sur écran. Mais c'est beaucoup plus tard. C'est avant les années 30 où le cinéma est devenu parlant. On lui a donné une forme tout en gardant le côté muet. On lui a donné une forme qui était beaucoup moins théâtrale. Dans les années 20, 25, par là, il y a des cinéastes du monde entier qui ont, par exemple en Suède, je ne me rappelle plus de son nom, mais où c'était la vie des gens au Moyen-Âge. Et où c'était pas du tout théâtral, c'était pas des pantomimes. Ce serait pas Aksan il me semble, Benjamin Christensen, évidemment, bien sûr. Ouais. Et moi, tu sais que j'avais été à Paris en décembre 2021, donc c'était en décembre dernier, et j'étais allé à la Cinémathèque, et il y avait un coin de l'expo, où je sais plus si c'était carrément dans le musée de la Cinémathèque, où évidemment ils reviennent sur Méliès, et ils avaient mis un tout nouveau truc, j'y étais déjà allé avant, ça y était pas encore, où tu enfiles des lunettes de réalité virtuelle, et ça t'amène dans les studios de Méliès à la butte Chaumont, cette espèce de hangar immense et tout. Bon, moi je suis un peu...
Ça me touche pas vraiment la réalité virtuelle, ça me fait même plus peur, mais c'était quand même une petite expérience assez plaisante, ouais. Et puis il y a une autre chose, c'est que dès que le cinéma, tant que le cinéma était muet, ce qui accompagnait les images, c'était le seul son qu'il y avait, c'était des orchestres qui jouaient. En direct. Donc la musique et le cinéma ont toujours été intimement liés. Et ça, faut pas l'oublier parce que depuis qu'il a été parlant, on s'est... on a compris l'importance de la musique justement dans les scènes ou entre différentes scènes et l'importance que ça pouvait avoir de lier la musique à l'image pour donner une émotion, et cette émotion qui était en plus amplifiée par les pantomimes des personnages qui étaient souvent très exagérés au départ, mais de moins en moins par la suite. Et quel est ton premier souvenir de Georges Méliès? Enfin, quel est le premier film de Méliès que tu as vu? Oh, c'était tous ces petits courts-métrages justement avec Jules Verne et puis Triboulet et François Ier. Ça, c'était très très drôle. Ouais, parce qu'il y en a quand même aujourd'hui des très fameux. L'un des plus marquants, justement, dans ces trucs de Méliès, c'est aussi L'homme à la tête de caoutchouc, avec cette fameuse tête qui gonfle. Méliès a inventé vraiment les effets spéciaux modernes, en fait. Oui, non seulement ça, mais il a vraiment défini toutes les formes de cinéma existant aujourd'hui. Et ça, c'était un exploit à son époque, parce que ça prouve que c'était un réel visionnaire déjà, et qu'il avait prévu le futur de la caméra, en fait. Est-ce que tu as vu le Hugo Cabret de Martin Scorsese? Non. Eh ouais, moi non plus, tu sais quoi, bon c'est pas grave. Écoute, cher Francky, merci pour ce petit point Georges Méliès, il fallait y revenir et je suis très content que ce soit toi qui sois revenu avec grand plaisir. Et puis une prochaine fois, Francky. À très bientôt, merci à tous et à toutes. Et vive le cinéma. Et vive le cinéma. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. On a l'impression de ramer tout le temps, on travaille, et même en travaillant, on a du mal à payer les factures. Ça fait un petit peu comme la cocotte minute, ça commence à bouillonner. 200 casseurs, notamment des Black Blocs, ont brisé des vitrines et ont affronté les forces de l'ordre. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendresse. En abondance.
XXe siècle. Après les Russes, nous on l'a oublié, mais les Russes, et notamment aussi l'Allemagne côté russe à l'époque où l'Allemagne était divisée par un mur, a énormément de science-fiction de côté. Ikari, XB1, Aelita aussi dans l'époque années 30 soviétique, expressionnisme, tout ça. Donc non, la science-fiction, ça... Il y a un rapport technologique surtout dans le truc côté space et voyage qui va se mêler aussi à quelque chose de mystique, c'est-à-dire quand tu vas dans l'espace, en même temps tu vas chercher un peu Dieu, ou en tout cas une il y a ce truc de l'inconnu qui parce qu'il n'y avait pas toutes les prouesses qu'on a fait maintenant, et je trouve que ça c'est apparu même dans cette époque où il y a eu toutes ces découvertes. C'est surtout parce que c'est le seul endroit qu'on n'a pas encore exploré. Ben alors non, à l'époque non, mais moi je pense surtout. Mais c'est pas pareil. L'espace c'est tellement plus grand. Et les monts aussi. Et puis c'est surtout cette idée que il y a cette idée aussi que c'est au-dessus de nous en fait. C'est vrai que les océans c'est intéressant, mais tu plonges l'espace, tu montes au-dessus. La dynamique verticale est différente, je pense. C'est pour ça qu'il y a un rapport à mon avis beaucoup plus spirituel. Parce que voilà le haut, l'esprit, etc. Mais ce qui est marrant pour du coup parler de l'appareil cinéma quand c'est apparu là au tout début du XXe siècle, c'est qu'il y a ce côté aussi l'espace, technologie, le cinéma aussi partagé entre ce côté rituel fête foraine et une nouvelle technologie qui permet d'observer tel un... En fait, la caméra devient un télescope en gros. Exactement. Et quand c'est la musique qui est devenue électronique, et ben c'est là que tu avais aussi un petit regain de science-fiction un peu... pas que dans la musique, mais tu vois, c'est lié comme je pense que c'est même toute cette culture psychédélique, cette scène cinématographique qui a fait en sorte que... Enfin, qui a influencé aussi justement les musiciens, genre... à mon avis, c'est totalement lié. Ouais, bien sûr. Joli rapprochement, ouais. On s'envoie un petit morceau avant de recommencer nos petits débats et tout ça. Rania, elle m'a dit, on parle pas, dans l'émission, on parle pas beaucoup, alors, hein, mais de la musique. Hein. Bah ouais. Mais parce que connaissant Axel, tu sais, débordement, tu sais. Mais voilà, j'étais obligée de te le rappeler. Le blablateur, on l'appelle. Le voyageur cosmique. Le papoteur de l'espace. Moi, j'ai vu des singes danser sur ma couverture quand j'avais 5 ans. Avec des serpents. Avec des serpents aussi. Du blues, du rockabilly, tiens, parce que t'avais préparé un truc sur du rockabilly. J'ai un petit peu de rockabilly, mais il va falloir j'en ai vu pas mal ce matin. Bah, il y a eu le space rockabilly dans les 50s, 60s, qui est que je trouve assez surprenant, enfin assez étonnant, même pas forcément surprenant, parce que quand t'écoutes du rockabilly, il peut y avoir un petit truc, tu sais, je sais pas comment dire, j'ai pas vraiment les termes, mais ça rejoint les petits solos de guitare un petit peu presque surf un peu. Tu vois, surf music. Et ce qui est marrant en fait dans ce truc de 50s, 60s, c'est que t'as eu un énorme renouveau de la science-fiction dans les années 50-60 via les comics, les EC Comics, dont beaucoup d'ailleurs de réalisateurs et d'artistes ont été abreuvés. Et donc on était sur une science-fiction un peu souvent ésotérique. Et après ça arrive du coup dans la mouvance d'après-guerre, et puis ça rejoint en fait c'est coincé entre la mouvance d'après-guerre et du coup le renouveau aussi du psychédélisme, donc du coup comme on l'a dit d'habitude, les années 60, redécouverte aussi de nouvelles frontières, autant on va dire terrestres, enfin je veux dire physiques, que aussi spirituelles, c'est-à-dire on redécouvre des mystiques par exemple plus orientales, avec les machines, l'art, on découvre d'autres frontières aussi de perception, etc. Et donc du coup la science-fiction c'est presque le genre le plus évident pour s'attaquer à ça en fait. Mais moi ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est que t'avais beaucoup de connotations orientales comme tu l'as rappelé, mais au final où est l'Orient dans l'espace quoi, tu sais genre c'est ce côté psychédélique, ésotérique aussi qui... Ouais c'est sûr, mais enfin tu captes qu'ils ont mélangé le psychédélisme avec genre l'espace, mais en vrai pour créer des belles choses, mais il n'y a pas vraiment de raison à ça. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, il y a un certain rapport entre les deux. Il y a aussi un profond héritage dans les années... alors, je vais dire des bêtises, mais je crois qu'à l'année 30-40, t'avais des courants... T'avais des courants, surtout en Europe, notamment en Espagne, avec Dali, etc. Quelque chose qui s'appelait le surréalisme, qui a transpiré, du coup, aussi dans l'architecture, dans l'art, dans la représentation des formes, etc. Et la science-fiction moderne découle de ces surréalistes-là, les Dali, même les Buñuel dans un sens. Et donc, en fait, c'est une continuité logique. Faut voir en fait la science-fiction, je pense, comme une forme de poésie. Donc moi, ça me choque pas la science-fiction psychédélique. Et ceux qui ont été elle a cette image de la science-fiction
je connais Rania qui n'aime pas du tout la science-fiction. Elle a cette image vaisseau spatial, astronaute. Ce qui est le cas aussi. Alors que c'est quand même beaucoup plus que ça. La science-fiction, c'est tout ce monde de l'inconnu, quoi. Mais grave, mais t'as d'autres planètes aussi avec d'autres gens qui y vivent, enfin t'as des royaumes, t'as des trucs. J'imagine ça. T'es dans Alien, la vérité, t'es dans Alien. Pour moi, le space opéra, c'est vraiment ce délire-là. T'as le vaisseau, t'as les passagers, donc on va dire le cosmonaute, ça c'est très bien. Après, t'as aussi du coup le trajet, la destination. Et là où t'arrives, et après tu peux mettre des arguments de fantasy du style la princesse magnifique que tu viens découvrir, l'alien, ça c'est aussi l'intérêt de la science-fiction. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup sur ces figures-là ? En fait, ces figures-là, elles sont tout le temps comme ça, t'as raison d'avoir cette image-là de la science-fiction, mais le vrai intérêt, c'est toi, qu'est-ce que tu en fais de ces figures ? Est-ce que tu en fais, voilà, comme nous aujourd'hui, on a des trucs, des science-fiction très aseptisés, tu sais, limite, les films ils sont propres comme des trucs, comme si c'était un iPhone tout blanc, tu sais, les films, tu vois ce que je veux dire ? Pas tous, bien sûr. Tous les films sont devenus, à part dans la scène indépendante, tous les films sont devenus aseptisés. Et pareil dans la musique, toute la musique. Là, moi, tu dis ça, mais le metal, le space metal, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. C'est super lisse, très bien mixé. Il y a rien qui dépasse, tu vois. Tout est devenu aseptisé maintenant. Voilà. Mais après, même quand je dis aseptisé, c'est même dans la représentation de comment on représente les vaisseaux qui sont vraiment clean, tout blanc, ouais, exactement. Ça s'est adapté à la technologie de maintenant aussi. Alors que tu prends un truc comme Alien, qui est un héritage tout droit justement de Métal Hurlant, qui ont été les bandes dessinées incroyables avec des dessins de Giger, etc., qui ont été extrêmement importants dans ce délire de science-fiction. L'incal, c'était Métal Hurlant. J'en ai aucune idée, tu vois, comme ça je pourrais pas te dire. Il me semblait. Mais tu vois, Giger, du coup, qui a donné le design de la créature d'Alien, etc. Et il y a un cosmonaute dans. C'était un truc biomécanique en fait qui est extrêmement intéressant. Ouf. Et quand tu vois le premier Alien, ils arrivent avec. Là, t'as un cosmonaute super intéressant qui est le Space Jockey. C'est quand ils arrivent là, ils visitent du coup la planète avant de trouver les œufs, ils voient l'espèce de télescope géant et tout. Et là, t'as une boîte à fantasmes qui s'active parce que t'as un truc à la fois primitif et pourtant on est dans de la science-fiction. Ce côté technologie, mais totalement primitif, genre c'est incroyable. C'est très très bien. Mais c'est ça, c'est parce qu'à l'époque on avait encore ce côté machine en fait, et c'est ça qui nous, en tant que technologie, c'est ça qui s'est imposé. Et donc du coup aujourd'hui, vu qu'on est beaucoup plus sur nos téléphones et que c'est ça la nouvelle technologie, on va avoir quelque chose de plus épuré. Même avant on avait du détail, des finitions, des choses qui allaient dans les profondeurs, et dans la profondeur pardon. Et aujourd'hui on a que des choses blancs, épurées, qui n'ont aucun détail, aucun goût, aucune saveur. Enfin c'est je suis assez d'accord, ça fait un peu la liaison avec ce que tu dis, c'est que la science-fiction elle évolue avec la technologie de sa société, et la musique qui s'y rapporte évolue avec la même chose. On est dans une société qui a moins d'évolution technologique flagrante que dans la période qu'on écoute depuis tout à l'heure. Quoique en fait, attention, parce que découverte de l'espace, etc. Elle est différente, voilà. Différentes. Elles sont moins, elles semblent moins portées du futur. Je pense qu'elles sont moins rapides, surtout. En fait, elles sont moins brutales. Et nous aujourd'hui, c'est rapide. Tout s'enchaîne rapidement et on a plein d'innovations, on va dire. Tous les mois, on s'est habitué. Alors qu'avant, il y avait d'un coup, bam, et c'est vrai qu'aussi le rapport avec aujourd'hui, j'ai vu un article que j'ai pas lu. Le premier titre, il m'a fait marrer. J'ai vu un article, je l'ai pas lu. Non, j'ai juste lu le titre. J'ai juste lu. Pas vous en parler. J'ai juste lu le titre où ça m'a fait rire. Parce qu'il y avait écrit vous vous en rendez pas compte, mais nous sommes déjà dans Blade Runner en fait. Et je me suis dit tu vois, on s'en rend même pas compte, mais c'est peut-être vrai en fait. Et du coup je réfléchissais, qu'est-ce qu'il y a dans Blade Runner qu'on n'a pas encore. On n'a pas les voitures volantes, en tout cas pas encore démocratisées, mais c'est vrai que tu t'entends parler de ChatGPT, de toutes ces intelligences artificielles. On vit déjà dans le Skynet les mecs, on est déjà en train de cohabiter avec la machine qui est en train de devenir elle-même une entité. Il y a quand même une taille, l'intelligence artificielle développée par Microsoft, qui au bout de 24 heures, je crois, est devenu fasciste. Le monde. Ouais, j'ai vu ça, c'était bien flippant. Et on s'en rend pas compte. Mais même maintenant, des IA, t'en as pour tout, c'est incroyable. L'IA a été développée pour à peu près tout ce que tu veux. Mais même ton téléphone, le premier, c'est une IA. Il y a un contenu dans une boîte de Raymond. Il y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans le développement d'IA et qui font des lives de 24 heures sur 24 de musique créée en continu par IA. Et il y a des trucs géniaux. J'ai entendu dire aussi les albums, les pochettes d'albums, les peintures générées. On peut te créer. C'est un truc tu vois, tu prends une peinture, on peut te créer genre 1 km au-dessus, 1 km sur les côtés, autour de la peinture, en respectant le style. Pour moi, ça a rien d'extraordinaire parce que c'est. Quand même. Alors, ce qu'il faut. C'est une base de données. Il faut arrêter d'avoir ce truc autour de. Ouais, mais avoir une base de données autonome qui apprend elle-même. Non, la base de données, elle est sur Internet. Donc en fait, l'IA, elle reproduit et elle regarde et elle te dit et elle écoute que des choses qui sont débitées sur le net. Et je suis désolée, aujourd'hui sur le net, il y a aucune,
toutes les informations ne sont pas vraies. Donc l'IA n'est pas invincible, elle peut se tromper, elle peut être biaisée. Enfin, faut arrêter d'avoir tous ces fantasmes autour de l'IA. Si on arrive à contrôler le net, génial. Non, moi je pense que tu peux aussi contrôler la vie plus tard, tu vois, genre tu peux créer des trucs qui peuvent. Il y a même des gens maintenant qui ont leur maison est connectée, c'est-à-dire que tout dépend de ton téléphone, c'est-à-dire que t'es volé, ta porte, tout est sécurisé grâce à ça. T'imagines, il y a un truc qui te pirate ou quoi, tu te retrouves dans la merde. C'est ça, et du coup tu te retrouves en fait dominé par ce genre d'intelligence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça c'est créé par l'homme. C'est l'homme qui met les données dedans. Elle n'a pas une volonté elle-même. En fait, c'est l'homme qui la contrôle. Ouais, mais on arrive à une époque aussi pour où l'instant, elle ne peut pas apprendre réellement d'elle-même. Sauf que t'as vu que le progrès avance tous les jours, mais mais les hommes ne mettront jamais quelque chose qui peut prendre le contrôle sur eux. C'est ça le problème en fait. Nous, êtres humains, nous avons des capacités qui ne sont pas absolues. Nous sommes très limités. On court pas plus vite qu'un guépard. On a des capacités physiques limitées. On a peut-être pour certains une intelligence développée, d'autres peut-être pas du tout. Mais le problème c'est qu'on d'autres vraiment pas du tout. Le problème c'est et certains ont même des chaînes de télé. Et il paraît que le problème c'est que quand tu développes des machines comme ça qui viennent se substituer à l'homme, ça a toujours été le cas. L'homme a inventé l'avion pour voler. Nous on est incapable de voler. Enfin tu vois. Là on invente des machines qui sont capables d'englober beaucoup plus d'informations que ce que l'homme en soi pourrait emmagasiner. Apparemment même nous aujourd'hui nos dépressions viendraient du fait qu'en fait on est tellement bombardé d'informations tout le temps, on a l'impression de tout savoir qu'en fait on peut pas emmagasiner autant d'informations. Et en fait moi je pense que le vraie question au-delà des fantasmes aujourd'hui c'est qu'en fait la science-fiction, mais ça a toujours été le cas, il y a le fantasme mais il y a aussi des questions d'éthique qui vont être posées par la science-fiction. La science-fiction c'est juste une projection un peu fantasmatique de qu'est-ce qu'on pourrait devenir, où est-ce qu'on pourrait aller. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait devenir, qu'est-ce que la société, comment envisager une autre société, ses dérives. La science-fiction a vraiment quelque chose de fortement métaphysique en fait. Et philosophique, hein, c'est vraiment se poser des questions sur le fonctionnement aussi parfois de l'être humain par l'incarnation de ses héros. Exactement. Après on la regarde à la fin en musique. On est tous convaincus par nous-mêmes. Surprise. Yes. Calculatrice casino collège aussi puissante qu'une fusée. La Casio 35+. Ouais, grave. Et vous avez vu quand tu fais un certain chiffre et que tu la retournes, il y a écrit elle baise. Elle baise, ça c'est le futur de fou. Ça c'est mon gars, tu vois, c'est ça que j'aime avec l'homme et l'innovation, c'est qu'il y aura toujours un truc où il arrivera. Putain d'innovation pour tout ça pour de la merde. C'est la science-fiction ça. Faut le ramener au cul. Moi ça me fait penser à grave. Celui qui avait J'avais inventé Pac-Man sur ma calculette. de quoi diminuer tous les gigaoctets mais qui est mort avant son invention. Moi j'avais ça avec le code source. Mon prof il regardez ça dans Ouzbek Erika, c'est génial. Mais d'ailleurs, tu sais que c'est marrant là, on rigole là, mais moi ça me fait réfléchir, ça, cette idée du phallus, on parlait du cosmonaute et de la fusée, mais en fait, faut voir. D'ailleurs, dans le Kubrick, mais grave, la fusée est un phallus. Il faut le voir d'ailleurs dans 2001, l'Odyssée de l'espace, au tout début du film, je sais pas si vous l'avez en tête, t'as l'espèce de musique là, le beau Danube bleu, tu vois le délire quoi. Et tu vois, c'est carrément une valse entre les stations satellites. J'ai pas les termes, moi je suis rationnel, moi je suis sur Terre. Moi je suis un terrien, moi. Un TPMP, moi. Moi je chevauche des vaches dans le désert. Bon bref, on s'est encore égaré, mais du coup tu peux t'imaginer la manière dont Kubrick filme les vaisseaux, et c'était quelque chose qu'il y avait aussi dans son film Docteur Folamour sur la bombe nucléaire, donc on est encore sur des idées d'innovation, de progrès et d'éthique. T'avais ça aussi, des avions comme ça qui s'emboîtaient pour se filer des trucs, et c'était la sexualité de la machine, tu vois. Ouais. Quelque chose qui avait été justement beaucoup aussi travaillé par les surréalistes. Tu regardes un peu, tout est fait comme ça. Si tu regardes pareil dans la technologie, il y a les câbles mâle-femelle, le mâle rentre dans la femelle. Pareil là, tu vois ça. C'est un mâle-femelle, le table de mixage, genre tout est fait comme ça en fait. Ah mais putain, mais grave les câbles, mais c'est vrai, tu penses aux câbles mâle-femelle. Tout est affaire de pénétration. Mais oui, c'est ça que je te dis. Même les tueurs en série, quand ils plantent, on en avait parlé sur ton émission, c'est pareil. Paf, c'est le phallus, le couteau. Tout est question de phallus en fait. T'as l'air très passionné quand même. Pour la fois qu'on t'entend l'émission, c'est pour parler de bite. On aurait dit quoi si Fred n'avait pas existé? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Et par contre, tu as fait. Là, je reviens sur la musique que tu nous as fait écouter. Là, t'as dit un truc, t'as vu, on est dans le délire oriental. Et c'est vrai qu'on du coup, on parlait de ce délire oriental, mais il y a souvent ce cliché, stéréotype presque, j'ai envie de dire, dans la science-fiction, que quand les mecs ils vont voyager, découvrir une autre planète, ils arrivent sur l'équivalent d'une planète Mars et ils rencontrent du coup une société un peu primitive, tu vois. D'une personne qui n'a jamais regardé de science-fiction de sa vie. Toi, t'imagines ça, le désert là, tu vois, tu vois le désert.
les espèces de trucs qui sortent des tuyaux dans Mario là. C'est vous d'aller dans même pas. Non, t'es dans le monde de Mario là, tu sais où t'as les flammes là qui se bougent comme ça et qui crachent des trucs là, tu vois le délire? T'imagines, moi j'imagine comme ça le monde space opéra, tu vois. Mais là on aurait pu parler aussi dans le délire des jeux vidéo, hein, ça aussi, hein, dans ce délire de traverser les dimensions, le délire, la musique beat. Tu vois, le côté jeu vidéo a une forte influence du coup après sur la musique et ça se rentend même aujourd'hui dans le cloud et tout. Hein. Ouais, de ouf, je suis d'accord. Après, pour la musique beat, c'est un peu spécial parce que c'était tout ce que tu pouvais faire en gros avec de la musique électronique. Ouais. Genre le 8 bit, voilà, après il y a eu le 16 bit qui a atteint une meilleure définition, après t'avais le 32 bit. Puis maintenant on arrive à des définitions de musique électronique, bon bah c'est... Voilà. T'as même pas le temps de comprendre en fait, t'es comme ça, c'est trop de bits mon gars. C'est trop de bits d'un coup ça. C'est gangbang ton cerveau mon gars. Tu vois, il a été un peu classe et il a eu la blague que je voulais. Je suis trop refait quoi. J'adore ce que vous faites. Génial, je m'adore aussi. Est-ce que je peux me permettre avec Jesus? Avec Jesus, le fameux collègue. Le pote Christ, vas-y. Le sang. Parce que justement, le Christ, il y a un courant qui s'appelle le néo-évémérisme, qui viendrait du coup de cette théorie des anciens cosmonautes, qui fait que l'humanité découlerait en fait d'une création extraterrestre. Nous sommes le fruit de manipulations génétiques faites par des visiteurs qui eux-mêmes apparemment seraient en guerre contre d'autres civilisations et donc du coup Jésus serait un être de lumière et il peut être vu en fait comme un extraterrestre en fait. Clairement. Et c'est quoi qu'on a vu la dernière? Ah bah tu vois, Prince des Ténèbres qu'on a regardé là, Carpenter. Il y a ce délire là que Lucifer, Satan, il y a une espèce d'ectoplasme. Ouais, grave, qui gicle sur tout le monde. Qui serait en fait le film s'ouvre quand même sur la découverte d'une cave d'une secte qui était gardée secrète depuis longtemps dans une église à Los Angeles, où cette secte gardait depuis des siècles, voire du coup des millénaires, le secret de l'origine de Jésus, qui serait en fait un extraterrestre venu contrer cette force ectoplasmique qui est du coup une force ténébreuse. Putain, c'est incroyable. Ouais, Carpenter, hein, c'est John Carpenter, c'est Prince des Ténèbres, il faut le voir. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est marrant. C'est juste marrant. On se tape des énormes barres. Moi je me suis tapé des barres. J'étais à fond. Voilà. Sérieux? Regardez-le, qu'est-ce qu'il faut pas hésiter. Vous avez regardé quoi à la place? À la place, on a regardé un premier film de c'est- merde dont j'ai même plus Green le nom. Inferno. Ça s'appelle Green Inferno. Le truc des cannibales. Oui, vous Non, l'avez vu? mais ça va, c'est Eliros. Eliros. Ouais, il est cool, mais franchement, la première moitié du film, j'ai trouvé ça long un peu. Ouais. Regardez, que Mais tout se Lulu, mette en place et tout, t'inquiète. voilà. Mais c'est un peu le bail de Prince des Ténèbres. Enfin, pour moi, ça a été un peu ça, tu vois. Genre, Ok. y a pas- Non, mais rien à voir, y a rien à pas voir. de- Rien à voir, Carpenter. Il y a rien et qui Watt, sort vraiment du truc. Si, mais il y a arrête. tellement de trucs qui sortent que t'es là en mode. C'est un film wow. extrêmement C'est riche et extrêmement profond, comme tous les films Contrairement de à nous. Carpenter. Et surtout, c'est un putain de metteur en scène, quoi. Ouais, Ouais, après, ok. je crache C'est pas une sur légende, son c'est une taf, bien légende. sûr, bien sûr. Je sais, Mais je celui-là. sais, il parle de le prince des ténèbres. En fait, tu vois, pour te dire, là, si tu veux comparer comme ça Eli Roth, donc Green Inferno, avec John Carpenter, Prince des Ténèbres, c'est des séries B, les mêmes budgets, sauf que John Carpenter, avec l'argent d'une série B, il te fait une série A, tu vois. Il te fait un Ouais, je vois. Bon Ça film. s'appelle le talent. Voilà. Mais c'est Ouais, vrai c'est ça. qu'il était putain de cool, genre le scénario est bon, mais. Puis là, niveau musique, de toute façon, John Carpenter, dans son cinéma aussi, il a beaucoup été. Tu vois, on a regardé aussi Le Village des Damnés. C'est une race extraterrestre qui est sur Grave. Terre, les enfants, les petits-enfants. C'est d'ailleurs, justement, une force invisible qui a fait infanter toutes les femmes d'un village pour Ouais, donner ouais. une espèce de race extraterrestre, mais Putain, du coup, je l'ai qui vu, ce est film. un mélange, du Des coup, enfants. de la mer terrestre. Et en même temps d'une force invisible. Donc en fait, les extraterrestres sont Les enfants, nous sommes c'est que des des petits produits connards. d'un espèce de chamboulement génétique, tu vois. Spécial. Mon daron me l'a fait regarder, Ah oui, j'avais c'est pas mal. 12 ans ou 11 Ah ans. ouais. Les petits blondins là et tout. Ah Ouais, ouais. Tu sais quand ils ont les yeux qui c'est. Ouais, leurs yeux lumineux là. Et Ouais. puis The Thing aussi de John Carpenter, son chef-d'œuvre. grave. La qui, chose, ouais, voilà, ouais, tu ouais, vois, c'est carrément. pareil, c'est une forme aussi Ça, c'est la peur. On la voit pas, on la voit jamais. on la en fait. voit pas, On mais en voit même temps jamais, on la en fait. voit tout le temps parce qu'elle prend la forme de n'importe De quoi. C'est n'importe juste qu'elle qui, n'est pas grave. réellement C'est- est-ce que c'est le définissable. truc avec les gens qu'on le doit comme ça. Non, je sais pas. C'est Non, ça, c'est pas le même film. The Thing, tu sais, ça commence justement sur un espèce de truc qui va se cracher Ouais, sur non, Terre, oui. un glaçon qui va peut-être être congelé, je pense, pendant des millénaires, puis il va être trouvé par des Suédois. Ce film a traumatisé une putain de génération. Ouais. Eh, mais faut ce le dire. film est mortel. Mais trop Ce stylé. film est incroyable. Et c'est vrai que Carpenter a ce truc de.
espèce de spiritualité du mal, mais liée quand même à un argument science-fictionnel. Ça va mettre du suspense aussi. Et c'est ça, c'est tout ça, ça découle aussi de ses lectures de Lovecraft en fait. Ouais, putain, parce que Lovecraft, c'est ça aussi, c'est de l'espèce de religion cosmique en fait, tu vois. Le mal cosmique, tu vois. Quoi. C'est de l'ésotérisme, mais lié à l'espace, lié au cosmique. Et moi, c'est vrai que le cosmic horror, ça me fascine énormément. Quoi. De ouf. C'est un puits de... Enfin, tu peux tout faire avec. Genre, c'est infini comme... Ouais. Parce que ça se base sur de l'inconnu. Tu retournes vers moi. Non, mais il y a plein de peintures de la Renaissance où tu vois des soucoupes. Les mecs représentaient justement les vaisseaux. Même l'Arche de Noé. Le mec qui a sauvé des trucs, tu peux imaginer qu'en fait le déluge a eu lieu sur une autre planète, que le mec il est monté, c'était un vaisseau volant en fait son navire, tu vois. Et il est arrivé avec un animal de chaque espèce pour les faire reproduire éventuellement sur Terre. Exact. Ah ouais, ça peut... Oh putain. Il y a plein de théories comme ça dans le néo-évérisme. Ouais, etc. non mais oui, c'est vrai. Voilà, les anciens cosmonautes. C'est ouf. J'ai besoin d'un bail un peu mystique là, Rania. J'ai préparé un petit truc un peu science-fictionnel là. Tu nous le balances ou quoi? Carrément. Il va y avoir du Richard Strauss. Bah j'ai balancé les Pink Floyd. Strauss. Ah tu veux d'abord faire Bah c'est ce que tu m'as dit. Ouais allez vas-y. Ah tu veux qu'on aille? Vas-y, ok ça marche. Mais c'est toi qui m'as dit ça. Pink Floyd et on en parle après. C'est toi qui m'as dit. Il est trop chaud, il est trop chaud. C'est trop chaud le type. Allez c'est parti. Floating there for me.
Et des phrases de merde dessus. Oh, et c'est beau ça. Hein. J'ai allumé le tien sans faire exprès. Cosmic Embryo de Pink Floyd, un de mes morceaux préférés, un peu obscur de Pink Floyd que j'ai découvert et j'étais extrêmement fan de ce morceau. Moi c'est plus Let There Be More Light. Et bah juste avant on avait Let There Be More Light de l'album A Saucer Full of Secrets, si je dis pas de bêtises, avec la pochette où tu sais c'est verdâtre, un peu orangé, c'est mais flou. Je l'ai à la maison. Et dans ce même album d'ailleurs il y a un autre morceau qui s'appelle y a le mot Sun et Earth of the Sun, je sais plus exactement le morceau. Donc tu vois ouais, Pink Floyd, psychédélisme, ils ont eu ce délire cosmique et c'est pas pour rien d'ailleurs que leur album le plus connu s'appelle The Dark Side of the Moon, tu vois, la face cachée de la lune. Yes. Et en même temps avec un mec comme David Gilmour qui te lâche des solos où le mec il te fait des bends où genre avec la corde du mi du bas il arrive à toucher la corde du mi du haut, tu peux que partir dans l'espace en fait. Grave. Il est chaud. On s'envoie Space Opera. T'es le seul qui est chaud là. Petit medley Space Opera que je t'ai concocté avec des petits extraits de science-fiction et puis vous allez reconnaître. Allez. Attends. Meuble, Axel. Lors de la sortie de l'album de Pink Floyd, l'homme n'avait pas marché sur la lune encore. Le 24 février, c'est vrai, à Cavaroc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est en mode voyage cosmique. Là je vois des seins. Moi je me voyais tomber sur tu vois le délire? Pas trop parce que j'ai pas la culture science-fiction. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Flying saucers have invaded our planet. Indianapolis, Area 31 has traffic 2 o'clock, slightly above. Là, on ne joue plus. The whole world is under attack. Il est grand temps qu'on écrase ces martiens. So let's take a rocket ship away up there and rock on Mars where there aren't any squares.
one dark and lonely night. And what I saw made me shiver and shake with fright. He was 9 feet tall with hair all over his face. I could tell at a glance it was the preacher from outer space. Look out! Don't shout. I could tell at a glance it was the preacher from outer space. Yes, on en a eu carrément. On sait pas quel morceau c'était, j'ai cool, oublié, faut le Shazam. Hein. Ah ouais. Moi j'aime. C'est marrant ce que tu dis. J'aime beaucoup moi ce côté. Il y a eu le mélange du coup rockabilly, mélange guitare, tu vois, et du coup début de la guitare électrique avec aussi les cuivres. Donc du coup un mélange rétro-futuriste qui est pas inintéressant. Les cuivres, ça sonne au taquet bien dans ce côté cosmique. En vrai, tu peux faire des bruits super particuliers avec. Je sais pas, un saxo, une trompette, et tu peux partir sur des aigus des fois qui peuvent sonner un peu d'une manière étrange. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé le morceau que du coup tu ne connais pas. Avec tes remixes. Non, faut le Shazam là. Mais d'ailleurs, t'as vu, ça me tue, comme tu disais, on était dans une station, la grande station transit entre la porte des étoiles et une planète. La porte de la chapelle, ouais. Ça me rappelle un peu le goût qu'on peut avoir pour mettre de l'ancien dans un futur probable, de trouver des extraterrestres et se dire qu'eux aussi ils ont peut-être un passé avec des trucs un peu anciens comme ça, quoi. Je pense que ça me fait penser un peu à ça, cette musique, tu vois. Et bah, tu vois. Désolé c'est marrant, ça permet de se projeter dans plein de choses. Désolé de le dire, mais c'est vrai que Star Wars aussi a été l'un des premiers au cinéma à mettre aussi ce côté science-fiction crade, ou en tout cas le délire, les vaisseaux ils sont rouillés, il y a déjà eu un passif dans les civilisations, etc. quoi. Parce qu'après Star Wars c'est pas vraiment de la science-fiction, Star Wars c'est de la space fantasy, c'est-à-dire qu'on est dans un monde merveilleux où le bizarre est acquis, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment la space opéra où tu vas voyager, tu rencontres un extraterrestre, c'est un alien, tu vois, c'est autre que toi. Là-bas les aliens sont acquis, tu vois. C'est une société qui est faite pour interagir entre plusieurs mondes, plusieurs planètes, donc oui, forcément t'es là, t'es immergé dans ce monde, mais il n'y a pas de découverte du côté des gens qui sont dans la... Bah, il n'y a que le spectateur, nous, qui découvrons... Du coup, le côté immersif est peut-être un peu perdu, mais c'est un autre registre, en fait. Voilà, mais par contre... Exactement. C'est ça. Même pas le même truc. Ouais. Mais c'est dans la représentation des vaisseaux et tout quand même que Star Wars a eu ce côté déjà, bah voilà, comme je l'ai dit, voilà, les vaisseaux ils sont rouillés, les extraterrestres peut-être il y a un côté aussi anthropologique, tu vois, il y a des civilisations d'extraterrestres, chacun il y a des races quoi en fait tout simplement, chacun ont leur religion éventuellement, il y en a qui vont plus être des brigands, il y en a qui vont être des esclaves, et ça par contre bon tu l'avais beaucoup quand même dans les feuilletons, dans la BD, dans les Flash Gordon etc. Dont George Lucas s'est inspiré tout simplement. Oui, mais Alien aussi avait ce côté prolétaire des vaisseaux. Ouais, ça commençait déjà, tu vois, dans le premier Alien. Ah bah le premier, c'est incroyable. Tu vois, genre tu sais, t'as les scientifiques et en dessous t'as quand même les mecs qui sont censés réparer le vaisseau. C'est ça. Puis c'est des camionneurs aussi dans Alien. Hein. C'est les camionneurs de l'espace à la base. Hein. C'est des transporteurs de base, les man. Et en fait, si tu leur arrives une bricole, mais petite bricole, petit facteur vois, X, tu genre. Un E-tube, tu vois, à un moment donné, c'est marrant. Ouais, il y a un truc, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté assez complet en fait. Mais en fait, ce qui est génial dans Alien, c'est que y a ce truc, c'est des mecs, t'as l'impression que ça commence presque comme un conte, des mecs qui se réveillent d'une fleur, et ils atterrissent sur une planète qui n'avait rien à voir avec leur mission, et la curiosité fait qu'ils vont aller ouvrir la boîte de Pandore, tu vois, ils vont aller sur la planète, et ça va finalement mener à leur perte et en même temps mener à une autre forme d'évolution bizarre parce que l'alien c'est un œuf qui va ensuite s'insérer de manière embryonnaire et presque de la manière d'un insecte sur la gueule des gens pour après créer un espèce d'autre truc qui va évoluer super rapidement et qui va sortir du bit, tu vois. Donc c'est extrêmement bizarre, mais et en plus moi ce qui me fascine c'est que tu as aussi ce rapport
un personnage stéréotypal important des films de space opéra, de la science-fiction, et c'est l'androïde, le robot aussi, et parce que c'est la réplique de l'humain, c'est un autre en fait, c'est nous qui avons créé une réplique de nous-mêmes, on rencontre pas quelque chose qui est alien, qui est extérieur à nous, qui est étranger, et ça pose d'autres enjeux éthiques, et dans Alien c'est H, donc du coup qui est ce robot qui est en fait manipulé. Moi, ce que j'adore dans Alien, c'est quand le film commence à basculer dans un espèce de délire de complot, en fait. Est-ce que ce vaisseau où les gens étaient cryogénisés, c'est réveillé comme ça réellement par hasard? Et t'apprendras après, ils partiront dans les autres franchises dans ce délire de la grande multinationale Wayland qui en fait cherche à avoir une espèce de truc de jouvence éternelle. Et qui avait peut-être éventuellement même déjà laissé coloniser ses œufs sur cette planète, et qui envoie du coup en fait les humains deviennent les cobayes. Ça aussi c'est intéressant, quoi. On est toujours, de toute façon dans la science-fiction on est toujours réduit au stade de sous-merde. Mais si l'humain il est pété du cul en fait. Tout le temps une dystopie, c'est tout le temps l'humain est con. On sent la rageuse qui arrive. Ou alors c'est pas ça, c'est juste l'humain, ce qui reflète tout simplement. Dans Le Prince des Ténèbres qu'on a regardé hier, c'était un peu ça, tu vois, genre l'humain est juste un robot. Non, parce que regarde la femme à la fin. Ça permet de se projeter mieux, je pense, parce qu'on garde la place de l'humain là où elle est. Parce que même hier. En fait, c'est horrible. Si les humains sont déjà des géniaux dans la science-fiction, En fait, moi je trouve que ça remet en question la place de l'humain, mais des fois certains moments vont quand même le revaloriser, et notamment tu vois le rapport de la femme, ce rapport aussi qui est presque c'est naturel pour nous, mais quand même c'est quelque chose d'extrêmement incroyable, tu vois, que l'accouplement il y a une profonde modification génétique, et ça nous ça crée quelque chose d'autre, d'où également le bébé à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, dans un sens, tu vois. Mais la science-fiction a souvent ce rapport aussi que l'humain se retrouve des fois réduit à son rapport massif de masse, et du coup il se retrouve asservi par les propres machines qu'il a créées. Et ça se retrouvait beaucoup évidemment dans les films soviétiques des années 20-30 et dans l'expressionnisme avec le fameux Metropolis, film allemand de Fritz Lang, où l'homme est asservi par la machine, le monde est divisé en deux parties, les riches élites au-dessus dans des espèces de cités flottantes dans les airs, et en bas les ouvriers qui crèvent dans une espèce de cheminée géante qui s'appelle Moloch, encore représentation d'une entité. Et il y a un savant fou qui va créer un robot, une réplique de l'homme, une femme en plus, et c'est cette femme qui va créer la discorde dans toute cette société dystopique, et donc du coup l'esclave va se révolter, et c'est vrai que la science-fiction a tendance à ramener l'homme à sa facture de main d'œuvre, en fait. Moi, quand j'imagine science-fiction, vu qu'on parlait d'Orient et tout, j'imagine souvent, et ça, tu vois, Pink Floyd ont beaucoup joué sur cette imagerie, des pyramides dans un désert, une planète avec quelques pyramides, et t'imagines des esclaves, quoi, face à des grandes entités qui sont des statues. Marvel a ça aussi dans les Marvel. Tu reviens aussi à l'Antiquité, tu reviens, c'est ça, tu reviens aux anciens empires, aux anciennes. C'est marrant. À une civilisation primitive, comme on disait tout à l'heure un petit peu. Ça veut dire que déjà on considère d'un côté que l'évolution n'est pas possible comme nous on l'a eu sur d'autres planètes. Pas primitive, mais une évolution qui est différente. Enfin, ils ont d'une civilisation qui est différente. Pour eux, c'est normal d'avoir des esclaves, et nous, la manière dont on vit aujourd'hui, ils nous regarderaient en mode mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes complètement fous. C'est vraiment une vue de terrien, quoi. Puis c'est pas pour rien aussi. Après, ce qui est bien, il peut y avoir des représentations primitives, et d'un autre côté, cette représentation civilisationnelle qui revient sur une forme de hiérarchie particulière. Mais moi j'aime bien quand même ce rapport du prisme, de la pyramide, du triangle, parce que c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui il y en a qui fantasment est-ce que les pyramides auraient été faites par des extraterrestres, etc. C'est fascinant, peut-être que les dieux égyptiens eux aussi étaient des extraterrestres, peut-être même que c'est les mêmes, peut-être même qu'ils ont fait des gangbangs avec Jesus. Quand tu sais que l'Égypte ancienne ça a été loin. Parmi les premières civilisations à prendre en compte l'espace, et à faire, il y avait déjà des représentations de l'espace, puis même t'as plein de peintures anciennes et de gravures anciennes qui représentent des êtres. Mais rien que leurs dieux, tu regardes Osiris ou leurs dieux du soleil comme Horus, ils sont représentés avec nous ce qu'on appelle des auréoles, mais tu vois, c'est des espèces de chapeaux cosmiques en fait que les gens ils ont inspiré des astres, mais je te jure. C'est même avant l'Égypte, ça c'est au début de l'humanité. Les Sumériens, mais putain, on y vient. C'est la Mésopotamie, c'est le début de l'humanité. Depuis toujours, l'homme croit que un caillou a une âme, un dieu, et voilà quoi. Ce qui est beau avec l'espace, c'est que tous les humains peuvent le contempler, peu importe où ils sont sur Terre. Oui. C'était le fun fact. Sauf dans une cave. Sauf au Crous.
Ça dépend où t'es logé, quoi. Rez-de-chaussée, côté place Saint-Pierre, tu vois pas trop. Hein. Tu vois plus des vomis, mon frère. T'habites au sous-sol. À parler de la Nike sale du passant, tu vois pas grand-chose, je te promets. Des cafardeaux, un peu, ça peut faire un côté extraterrestre. Voilà, avec un bon zoom. T'es vermine. Des fois, il y a des cafards, ils te parlent aussi, ils te disent de faire des choses et tout. Ah ouais? C'est toi qui est dans l'espace là, mon gars, je te le promets. Un gangbang avec un crackhead, je te jure que c'est science-fiction. Hein. Exactement. Très gangbang. Peut-être, ouais. Émission gangbang. Space gangbang. Gangbang avec des aliens. Mais ouais, putain. Crois pas, ça existe. Je te promets que ça existe. Il y en a eu plus. Ouais, il y en a plein. Mitterrand 51, t'en parlais au début de l'émission. Oui, voilà. Par exemple. Mais même pas. Tu vois que t'as des entailles de Sonic. Bon, bref, là on sait. Ouais, grave. T'as plein de trucs. Genre, surtout, t'as des. C'est ouf. Ça doit être rapide. Mais tu sais. Non, moi aussi j'en ai vu des choses, genre en mode. Surtout dans le sexe, tu vois. Genre en mode. T'as des. Genre dans Crac Crac, tu vois, l'émission. Il y avait sorti genre un god où t'avais genre. C'est vraiment égaré là. C'est à partir de quand on s'est égaré. Mais c'est juste pour vous dire le fantasme des gens de cette. Enfin, en rapport à la science-fiction, c'est que t'as genre. C'est pas jusqu'à dans la sexualité. Mais grave, mais surtout que. Genre en mode maintenant t'as des trucs qui peuvent même pondre des œufs en toi. Là je sens la connerie arriver de ce côté. En délire mode religieuse. Non même pas, mais j'avoue que. Avec un sourire là. Non mais j'imaginais les gros geeks qui se pignolent sur Carl Fisher, sur Leia. Ah sur Sonic et tout. Je l'ai dit. J'avoue que ouais c'est vrai que maintenant ça a été rattrapé. Il y a tout. C'est pour ça que c'est choquant. Ce délire de la princesse de Mars, tu vois, comme la princesse Leia et tout, les gens ils font moi j'aimerais tellement qu'ils savaient comme la princesse Leia. Oh Boba Fett qui est sympa. Hein. Toucher les feats de Boba Fett. Mais les Boba Fett. T'es sûr pour le casque? Ouais, mets le casque, Brandon. J'aime bien, mets le casque. T'as la rêve. Pas dossier, je vais tomber. Ouais, putain de merde. Par contre, très bonne référence que t'as eu, Chaluna, sur la Mésopotamie, parce que les Mésopotamiens, les civilisations sumériennes. Avaient déjà l'astronomie, ça a toujours fait partie de nous. Non, mais ils avaient leur première religion, et notamment la religion venait de ce que je vous disais, ce que j'appelais l'évémérisme ou le néo-évémérisme. C'est en fait eux. Ils seraient nés du coup d'un fruit. L'homme serait né d'une expérience génétique faite par des extraterrestres. Mais pourquoi les extraterrestres auraient créé l'homme? Pour qu'on soit leur main d'œuvre. Parce que en fait, c'est une race qui était, on va dire, leur planète était bousillée, pollution, etc. Ils ont extrait tous les minerais, toutes les ressources. Donc ils viennent investir notre planète. Et ils nous ont créé un cycle perpétuel, le truc. Mais grave, ils vont faire ça sur d'autres planètes. C'est les anciens terriens, nous on est le nouveau terrien. En fait, ils nous ont créé pour qu'on puisse exploiter des minerais précieux pour eux, et en même temps nous on a le droit de l'utiliser un petit peu, notre technologie, etc. Et ce serait marrant, comme tu dis, si on est dans un cycle, de voir que nous on est en train de créer des nouvelles entités pour qu'elles fassent le boulot à notre place, pendant que certains vont se barrer dans l'espace, tu vois, les Jeff Bezos, tout ça. C'est mal au crâne là. Ouais, mal au crâne. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste, se payer des merdes qui nous servent à rien.
I'm an agent of chaos. You feel blame? Are you mad? Do you feel like Whoosh Bob Rudd Venice? Get frantic. Responsable des 3 milliards de morts. Nom de Dieu. Comment vouliez-vous savoir? Une vie grandir en vous, tout ce que vous avez créé, c'est la mort et la... Nous devons détruire. Échappe à ta condition en brise de cycle, fais plutôt des sciences.